8h, 11h, prenons l'air avec Pascal Labois. Et on va prendre l'air avec Martine L'Heureux de la Fresque du Climat en Martinique qui est avec nous. Bonjour Martine. Bonjour Pascal. Ah, ça me fait plaisir de vous entendre. J'ai eu un petit peu peur. Alors, pour des raisons sanitaires, cette fois-ci, vous êtes tranquillement à la maison. Et on va parler dans un instant de résilience et transition. C'est vrai que ça a son importance également, accélérer la transition écologique dans tous les domaines de notre quotidien. On a pas mal il y a pas mal de questions. Et puis, un petit quiz également que vous avez réalisé, Martine L'Heureux, que j'ai mis déjà en ligne sur le Facebook de Prenons l'air. Ah, super. Voilà, comme ça, nos auditeurs peuvent déjà en prendre, le lire, répondre également à ces petites questions. Puis en fin d'émission, on fera un petit bilan sur ce quiz. Donc, on a pas mal de choses à dire sur la résilience et la transition. C'est bien ça. Exactement. Et les deux vont bien ensemble. Et les deux vont bien ensemble, effectivement. Alors, on va se retrouver après Fortuna, Grivalier, Woulo, Bamouin, Beléa. Et puis, on démarrera cette émission avec notre invité aujourd'hui, entre 9h et 10h, Martine L'Heureux de la Fresque du Climat. Woulo, Bamouin, Beléa. Woulo, Bamouin, Beléa. Woulo, Bamouin, Beléa. En vérité, Bamouin, Beléa. h 11h, prenons l'air avec Pascal Labois. Et notre invité aujourd'hui en ce samedi 15 janvier, Martine L'Heureux de la Fresque du Climat. Tout va bien, Martine ? Tout va très bien Pascal, merci beaucoup. Bon, alors si pour nos auditeurs... Bonne année, bonne année à tout le monde. Oui, effectivement, et puis la santé, il n'est pas trop tard, on a juste tout le mois de janvier, paraît-il. Voilà, Exactement. Pour expliquer à nos auditeurs, donc Martine L'Heureux de la Fresque du Climat est à la maison, malheureusement, mais bon, on peut aussi réaliser l'émission sans problème. Donc il y a un tout petit décalage de quelques secondes entre le moment où je vous parle, Martine, et le moment où vous répondez. Voilà, c'est pour bien mettre les choses en place, mais sinon tout va bien. On parle de résilience et de transition aujourd'hui ensemble, accélérer la transition écologique dans tous les domaines de notre quotidien, résilience et transition. Et on va commencer par les symptômes de notre société. On veut parler évidemment du climat et autres limites planétaires, Martine. Oui, tout à fait.
Donc en fait, on a détecté qu'il y a 9 limites planétaires. Donc ça a été détecté par les scientifiques, 9 limites, et dont une dont on parle de plus en plus évidemment, c'est le climat. Donc on va peut-être revenir quelques minutes sur pourquoi ce qui se passe avec le climat, pourquoi c'est un souci et qu'est-ce qui se passe en fait. Eh bien, notre atmosphère, elle est composée de gaz à effet de serre, d'accord ? Et un des principaux gaz à effet de serre d'ailleurs est complètement naturel, c'est la vapeur d'eau. Est-ce que vous le saviez? Alors et là, d'ailleurs, vous me l'apprenez. Oui. Vous me l'apprenez, la vapeur d'eau. Vous voyez. D'accord. La vapeur d'eau, exactement. C'est un des principaux gaz à effet de serre dont est composée notre atmosphère. Et donc, mais bon, c'est pas de celui-là dont on va parler, puisque celui-là n'est pas du tout préoccupant. Ah. Celui qui est préoccupant, bien sûr, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, et d'autres tels que le méthane, dont on va parler tout à l'heure. Donc, le CO2, en fait, bien, il est émis par toutes nos activités humaines. Donc nos activités humaines, que ce soit l'industrie, ce que l'on va produire, la manière dont on va les produire, la manière dont on va fabriquer les choses, la manière dont on va les consommer, nos transports, le transport, la manière dont on va aller d'un point A à un point B pour notre travail, pour l'école, pour nos loisirs, pour nos week-ends, mais aussi à l'intérieur même de notre travail, donc dans nos entreprises, dans nos collectivités, la manière dont on imagine tous ces déplacements et les déplacements de nos marchandises, les déplacements des touristes, les transports, donc j'ai dit l'industrie, j'ai dit le transport, l'agriculture, donc la manière dont on va décider de réaliser notre nourriture, de la produire et de la transformer, mais aussi la manière dont nous, citoyens, on va décider de se nourrir. Et aussi, eh bien, tout ce qui est chauffage et froid dans les bâtiments, tout cela, eh bien, on utilise beaucoup d'énergie fossile, d'accord ? Et ces énergies fossiles, en brûlant, elles émettent un gaz qui est le CO2. Ce CO2 part dans l'air et il part dans l'air, donc, et il est ensuite absorbé par 2 puits de carbone. Pour un quart, l'océan, et pour un quart, la photosynthèse. Et le reste dans l'atmosphère. Or, plus on en émet, donc plus on réalise nos activités humaines quotidiennes pour la plupart, et plus eh bien il va y en avoir dans l'atmosphère. Plus nos puits de carbone vont en absorber. Hein. Pour les océans, ça va créer notamment l'acidification des océans. Et dans l'atmosphère, le CO2 va s'accumuler de plus en plus dans l'atmosphère. Et c'est ce qui vient aggraver l'effet de serre. Vous savez, il y a d'abord un effet de serre naturel qui protège notre planète. Sans l'effet de serre naturel, il ferait moins 18 degrés sur Terre. Ah, ça répond déjà grâce à cet effet de serre. Exactement. Mais c'est pour savoir si vos auditeurs suivent. Oui, c'est pour ça. Je voulais préciser, ça répond déjà à une question du quiz, la première déjà. Ouais, exactement. C'est exactement. C'était la première. Alors, quelle réponse se dessinait? Quelle réponse alors, il faut que je rouvre là pour le quiz. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Oui, donc verra. En fait, oui, on verra tout à l'heure. Et donc en fait, avec l'effet de serre naturel plus l'effet de serre additionnel, donc celui qui est ajouté par l'homme, donc avec l'effet de serre naturel, il fait environ 14 degrés, et avec l'effet de serre additionnel, donc on a gagné 1,2 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Ah oui. Ok, et donc plus ces gaz à effet de serre s'accumulent au-dessus de notre tête, et plus il se passe un phénomène avec notre énergie. Alors je vous explique. En fait, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? On en parle souvent, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Vous voyez le soleil, il rayonne, il nous envoie plein de rayons. À travers ces rayons passe de l'énergie, d'accord? Ces rayons arrivent sur Terre. Une partie est repoussée par toutes nos surfaces blanches, par exemple. Donc cette partie-là ne pose aucun problème. Une autre partie est absorbée par la Terre, qui va rayonner à son tour. Elle rayonne en infrarouge, c'est ce qu'on appelle les infrarouges. Et ces rayons infrarouges ont une particularité, c'est qu'ils sont absorbés par nos gaz à effet de serre et renvoyés sur Terre. Et en réalité, ce qui transite à travers ces rayons, c'est de l'énergie. Donc notre Soleil envoie de l'énergie sur Terre, qui l'absorbe, qui la relâche à son tour. Et quand elle la relâche, eh bien cette énergie tombe sur les gaz à effet de serre qui la renvoie sur Terre. Et vous savez
quand vous mettez de l'énergie sur quelque chose, il faut qu'elle agisse. Si par exemple vous mettez de l'énergie sur une casserole d'eau, qu'est-ce qui va se passer? De l'énergie sur une casserole, ça boue, ça va chauffer. Ça va chauffer, oui, voilà. Exactement, voilà, exactement, ça va chauffer. Et bien, à chaque fois qu'on met de l'énergie en quelque part, il faut que ça vienne bouger les éléments. Et là, l'énergie donc qui reste piégée sur Terre, elle va venir à 91% être absorbée par nos océans. Vous vous rendez compte? 91%. Ça veut dire que la majeure partie de l'énergie qui reste piégée sur Terre, voilà, est absorbée par nos océans. À 3%, elle va venir faire fondre la glace. Donc tout ce qui est banquise, tout ce qui est glace sur l'Antarctique et sur le Groenland, et ça, mais aussi tout ce qui est glacier. Hein. Ça a déjà commencé, Martine, la fonte des glaces. Tous ces deux phénomènes-là, alors tous les phénomènes dont je vous parle, ils ont déjà commencé, mais surtout, ce qui est très important, c'est que le rapport sur lequel on se base pour raconter tout ça, c'est le rapport du GIEC, donc le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce qui en fait sa force à ce groupement, c'est que les experts, et c'est pas eux qui rémunèrent leurs experts, les experts, du GIEC, les experts du GIEC qui interviennent sur le GIEC en fait, et ils le prennent sur leur temps à eux, d'accord ? Et en fait, ils compulsent l'ensemble des études internationales pour rédiger leur rapport et faire un état des lieux du climat et voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que ça va se projeter. Généralement, ils regardent à 2030, 2050, 2100, voilà, sur ce temps-là. Et en fait, il faut savoir que ce rapport-là est approuvé par tous les États. Quasiment tous les États l'ont approuvé. Donc 196 États ont approuvé ce rapport. Et en fait, voilà, c'est ce qu'il nous dit, et dans sa dernière version qui est sortie en août 2020, ce qu'il nous dit, c'est que de manière unequivocal, c'est le mot qui est employé en anglais, donc le dérèglement climatique est attribué aux activités humaines de manière irréfutable. Et en fait, il y a des phénomènes qui sont déjà enclenchés et qui sont enclenchés pour des siècles, voire des milliers d'années. C'est les deux phénomènes dont je vous ai parlé. Donc cette énergie qui reste piégée sur Terre et qui vient à 91% être absorbée par nos océans, qu'est-ce qu'elle fait quand nos océans ils absorbent cette énergie? Ils chauffent. En fait, leur température augmente. Mais comme la surface des océans est très grande, pour vous représenter un petit peu, Pascal, si vous tendez votre bras, eh bien, si vous faites 2/3 de votre bras, vous avez les 2/3, c'est l'eau sur Terre, dans nos océans. D'accord? Si vous faites votre main, ça va être à peu près l'eau douce. Et si vous faites la dernière phalange, ça va être l'eau potable. D'accord. En gros. Oui. D'accord? De manière très représentative. Donc, vous voyez, donc nos océans absorbent pour la plupart cette énergie et vont chauffer. Et ce que note le GIEC, c'est que eh bien la température va augmenter et le coup est parti pour des siècles, voire pour des milliers d'années. Et pareil pour la fonte des glaces, donc notamment le Groenland et l'Antarctique et les glaciers. En fait, ces glaciers fondent et si vous voulez, chaque année ils se reconstituent, mais de moins en moins. Donc ce sur quoi nous on peut agir sur ces deux phénomènes-là, c'est plus le phénomène en lui-même, mais c'est la vitesse à laquelle il va se produire. D'accord? Donc alors, je vous ai dit, donc l'énergie, elle reste piégée sur Terre. À 91%, elle est absorbée par nos océans. À 3%, pardon, elle est absorbée par les glaces. Elle vient faire fondre les glaces. À 5%, elle est absorbée par nos sols. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante pour nos agriculteurs. Donc pour nous. Parce que quand cette énergie est absorbée par nos sols, elle vient transformer les choses aussi dans nos sols. Ok? Et à 1%, Pascal, 1% seulement, qui est notre ressenti du dérèglement climatique, elle vient accroître la température de l'air. C'est 1% seulement. Et donc tout cela a créé deux choses. Eh ben, on a ainsi créé une perturbation du cycle de l'eau, c'est-à-dire que le fait que l'air soit plus chaud et l'eau de nos océans soit plus chaude, en fait, ça fait qu'il y a plus d'évaporation à la surface et donc notre atmosphère est plus chargée en humidité. Quand il va pleuvoir,
les pluies seront beaucoup plus fortes, beaucoup plus denses et diluviennes. Et parallèlement, des cycles de sécheresse seront aussi plus intenses et plus longs. Et les cycles de l'eau, vous voyez... Ce qu'on observe déjà, oui. Martine. Ce qu'on observe déjà. Exactement. C'est ce qu'on observe déjà. Exactement. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est important de le dire, de le répéter sur le cycle de l'eau, parce qu'on parle de cycle de l'eau, mais des fois on oublie que l'eau c'est vraiment un cycle, quoi. C'est-à-dire que c'est la même qui part de nos océans, qui s'évapore, qui se condense en nuages, qui retombe en pluie et en neige, et qui ruisselle jusqu'à la mer, tout en rechargeant les nappes phréatiques et en passant par nos rivières. Mais vous voyez, le cycle de l'eau tel qu'il était fait donnait un temps de recharge pour justement nos nappes phréatiques, nos sols, nos rivières, etc. Mais lorsque ça tombe très fort, de manière très dense, eh bien ça arrive beaucoup plus vite à la mer. Voilà. Et donc ça fait, et dans le parallèle que je vous ai donné tout à l'heure, vous voyez déjà le peu d'eau douce et le peu d'eau potable qu'il y a de disponible sur Terre. Ouais. Donc quand on dit que l'eau, elle va de plus en plus vite à la mer, ça veut dire que ce volume-là, mécaniquement, eh bien, il diminue. Et parallèlement, nos sécheresses sont plus intenses. Et ça emmène, bien sûr, eh bien, sécheresse, pluie très intense, donc crue, canicule, incendie et d'autres phénomènes, un cyclone et d'autres phénomènes ainsi, et qui, oui. Non, je disais tout ce qu'on observe effectivement depuis plusieurs années, réchauffement climatique. Vous parliez des cyclones justement, Martine, à l'instant, mais plus l'eau de la mer est chaude, plus c'est aussi significatif de cyclones et et qui vont être de plus en plus violents alors. Exactement. Ben, c'est ce que c'est ce que l'on remarque, et c'est ce que les scientifiques de toute façon nous annoncent. C'est que les eaux étant de plus en plus chaudes, eh bien les cyclones peuvent tirer une force incroyable de ces eaux chaudes. Donc ils vont se renforcer, et c'est ce qu'on voit, dès qu'ils arrivent dès qu'ils captent la chaleur de nos eaux, ben ils se renforcent très très vite et deviennent très puissants en rien de temps. Et si vous avez je pense que vous vous souvenez par exemple du cyclone Sam qui est passé miraculeusement au-dessus de la ligne Caraïbe et nous a tous de l'arc antillais et qui nous a tous épargnés cette année, mais il s'est renforcé très très vite. Et c'est la particularité en fait de ces cyclones, c'est qu'ils vont se renforcer très très vite. Heureusement, nous on a aussi, en plus de nos prévisions météo, on a quand même le NHC, le National Hurricane Center, qui fait voler en fait des jets dans les cyclones. Vous saviez ça? Pour mesurer en fait. Voilà. Ils mesurent en fait la pression et tous les éléments, la puissance, voilà, ce qui nous donne plus de certitude en fait sur la force de ces cyclones et plus de précision. Une fois que ces avions sont entrés on va dire dans l'œil du cyclone, ils font le tour en fait, ils font le tour à l'intérieur évidemment. Exact. Et c'est même extrêmement dangereux d'ailleurs, mais ils y arrivent, ils font le tour. C'est hyper, parce que si une aile c'est vrai. touche mais voilà, mais ils y arrivent et ils calculent effectivement la puissance, ils arrivent à c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Martine, et du coup, ça nous permet une précision et de mieux nous préparer aux événements. Voilà, restez avec nous. Mais il n'y a pas que ça. Restez avec nous. On va revenir dans un instant. Vous êtes notre invitée, Martine Lheureux, Fresque du climat, avec nous jusqu'à 10h dans Prenons l'air. On parle aujourd'hui de résilience et transition, et on a encore pas mal de choses à vous dire. À tout de suite. Prenons l'air sur la première. Désolée, j'ai longtemps cherché qui j'étais, partagé comme dans un jardin à la française, tiraillé entre histoire et catéchèse. Désolée si parfois je me suis égarée. Désolée, je n'ai pas toujours su quoi faire. Beauté ça, différente et bien à faire. Désolée, maintenant j'ai eu des mots. Désolée, j'ai laissé du chagrin sur ta figure. Rien ordonné jusqu'à l'éclosion. Moi ça c'est j'ai cherché la perfection. Plus rien jusqu'à l'érosion. Moi ça c'est j'ai cherché ma
n'ai pas été là. Désolée, je cherchais qui j'étais moi. Désolée, je vous ai déçu, ça m'a rendu malade. Désolée si vous m'avez senti un peu froide. J'ai cherché ma voix comme un antidote. Mon sarone sirote, mon sarone ma note. J'ai posé des questions, j'ai voulu savoir. J'ai aimé ma grand-mère, j'ai vécu son histoire. De quoi Jojo, toujours une Léa. Quand je tanguais entre Sciences Po et Musico. Bien ordonné jusqu'à l'éclosion. Moi ça c'est, j'ai cherché la perfection. Plus sûr de rien jusqu'à l'érosion. Moi ça c'est, j'ai cherché ma définition. J'ai fait de mauvais choix, je n'ai pas été là. Désolée, je cherchais qui j'étais moi. J'ai fait des mauvais choix, je n'ai pas été là. Désolée, je cherchais qui j'étais moi. Moi ça c'est, j'ai cherché la perfection. Plaisir de rien jusqu'à l'érosion. Moi ça c'est, j'ai cherché ma définition. J'ai fait des mauvais choix, je n'ai pas été là. Désolée, je cherchais qui j'étais moi. J'ai fait des mauvais choix, je n'ai pas été là. Désolée, je cherchais qui j'étais moi. Saïna Manotte, désolé, artiste montante, hein, on peut le dire, folk, créole, pop et qu'on aime beaucoup. D'ailleurs sur Martinique, la première. On revient avec notre invité, Martine Lheureux, Fresque du climat. On parle de résilience et transition. Et pour poursuivre, Martine, on a parlé un petit peu des symptômes, hein, de notre société. Quels sont on parlait justement des risques pour la Martinique. Quels sont-ils avec ce réchauffement de la planète? Bon, on a parlé de l'eau qui se réchauffe et donc des cyclones, hein, peut-être plus violents pas peut-être, on le sait, malheureusement plus violents dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça aujourd'hui, Martine? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, des choses qui sont en cours pour ce réchauffement climatique? Juste avant, peut-être, je vous dis un peu le reste, parce qu'effectivement, c'est plus de cyclones, mais aussi plus de sécheresses, des sécheresses plus longues. Alors, faut noter que là, en Guadeloupe, par exemple, ils ont noté que, à novembre, c'était leur saison les plus sèches depuis très très longtemps. Voilà quoi. Donc c'est quelque chose, et on sait déjà qu'en Martinique on a augmenté nos températures les plus basses et nos températures les plus hautes. Donc on connaît déjà ce réchauffement en Martinique. Hein. Plus des épisodes extrêmement pluvieux, où la pluie tombe de manière plus dense, ça aussi, hein, on le connaît déjà et on a vu les dégâts que ça peut faire, hein, notamment l'an dernier avec Sainte-Marie. Les plus proches de nous, quand le pont s'est effondré au niveau du Verpré, là, je me souviens plus du nom du pont. Mais il a été remis en service, là, je crois. Mais en fait, ça a quand même fait pendant près d'un mois 1 heure, voire 1 heure et demie de plus d'embouteillage pour les personnes qui viennent par là. Vous voyez, ce sont des petites choses qui à chaque fois ne sont pas neutres du tout et dont les impacts ne sont pas neutres tant sur le quotidien que sur notre quotidien économique. Hein. Il y a aussi, évidemment, un risque de baisse et de salinisation des nappes phréatiques, donc les endroits, nos réserves d'eau souterraines, et puis un risque de baisse des rivières, et ça on le voit déjà, hein. Pareil, quand vous regardez l'état de nos rivières pour un mois de janvier, eh bien, il n'est pas aussi haut que d'habitude. Alors, je n'ai pas les mesures et les mettrai, mais on voit bien visuellement déjà, on voit que, eh bien, s'il n'y a pas plus d'eau qui arrive pendant le mois de janvier, peut-être que la sécheresse sera dure cette
année, je ne sais pas, on verra. Ah bah, Mais voilà, quoi, c'est un des signes. On a ouvert le standard, voilà, je voulais vous le dire, Martine. Donc, si vous voulez intervenir, hein, si vous êtes expert, également, vous avez des chiffres peut-être à nous donner. Voilà, 63, 63, 23, 23. Je vous laisse pour la suite, Martine. Allez-y. Et Pascal aussi, donc, comme vous l'avez dit, le climat. C'est une chose. Alors, on est arrivé en fait au phénomène. On a vu ce que ça cause. Et au final, qu'est-ce que ça atteint? Ça atteint ce qu'on boit, donc nos réserves d'eau douce, et ce qu'on mange. Donc, les rendements de ce que l'on plante, de nos rendements agricoles. Et donc, quand on atteint ça, eh bien, le risque d'atteinte de la santé humaine, le risque de famine, le risque de conflit armé, le risque de réfugiés climatiques est bien présent et déjà là, de toute façon, est déjà là dans pas mal d'endroits. Et même dans un endroit, on peut le voir particulièrement dans certaines régions ou dans certaines communes, voilà. Oui. Martine, je vais juste vous demander. Quand je pose la question, par exemple, oui. Oui, je vais juste vous demander, parce que je rappelle aux auditeurs que vous êtes à la maison pour des raisons sanitaires. Et si vous pouvez juste vous rapprocher de votre, ce qu'on appelle la petite box, ou voilà, parce qu'on a des petites pertes de temps en temps au niveau sonore. Et donc voilà, il vaut mieux être plus proche de la source Internet, on va dire, pour qu'on puisse bien vous entendre. Voilà, allez-y, Martine, allez-y. Allez-y. Ah, ça a coupé, donc c'est ce que je disais. Voilà, c'est les aléas du direct, mais bon, Martine va se reconnaître. C'est bon là ? Voilà, parfait, Martine. Ouais. Voilà, je disais parce que plus vous vous éloignez, plus de la box, plus on vous perd. Voilà. D'accord. Je pense, j'avais pas vu. Je me suis mis sur la 4G, comme ça va être mieux. Ben voilà, voilà, parfait, parfait. Donc on revient sur la résilience et transition. Voilà, on a parlé quand même depuis tout à l'heure des symptômes de notre société. Climat, limite planétaire, bien comprendre justement, c'est ce que vous avez fait sur l'histoire du climat, donc les risques pour la Martinique. Et moi, je voulais, la question que je vous avais posée tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, depuis ces 10 dernières années, il y a des choses quand même qui ont été faites, il y a des choses un peu plus rassurantes qui ont été et qui sont en cours. Dites-moi oui, Martine. Eh bien, je pense le silence en dit long. Alors oui, il y a des gens qui agissent. Et ça, c'est positif, ça c'est toujours positif. Il y a des gens qui agissent sur la prise de conscience, comme ce qu'on est en train de faire là, et ce que vous êtes en train de faire là avec l'émission, ce qu'on fait avec la fresque du climat, et ce que d'autres personnes font à travers d'autres activités. Et il y a des gens qui agissent parce qu'ils construisent déjà cette résilience. Ils la construisent par des jardins partagés, par la réintroduction en fait dans notre alimentation de ce qui pousse chez nous, de nos légumes, voilà. Donc il y a des gens aussi qui poussent à la consommation locale, qui poussent à la fabrication locale, à la réutilisation des choses. Donc il y a beaucoup d'initiatives, personnelles et associatives. Maintenant, est-ce que à grande échelle quelque chose est fait? Je vais pas faire la langue de bois. À grande échelle, sur les 10 ans, quand on regarde, les gaz à effet de serre n'ont fait qu'augmenter, sauf lors du premier confinement. Donc, de manière mondiale, non. Ce qu'on note, c'est que les limites planétaires continuent à se dégrader et que le climat continue à se dégrader. Vous savez, quand je parlais des autres limites planétaires, en fait, il y en a 9. Donc, il y a le réchauffement climatique dont on a parlé, qui est en rouge. Il y a l'érosion de la biodiversité, donc la perte de la biodiversité énorme. Et les Outre-mer représentent 80% de la biodiversité française. Donc, on devrait faire énormément pour ça. Ben oui. Et voilà, c'est une limite en rouge. C'est la limite qu'on ne dépasse le plus, quoi. C'est celle-là. C'est l'érosion et la perte de la biodiversité. Donc, la biodiversité, c'est un grand mot, mais c'est tout le vivant qu'il y a autour de nous. Nous ne sommes pas seuls. Tous les animaux, les insectes, les grands animaux, les petits animaux. Enfin bref, tout ce qui vit. Voilà. L'ozone aussi, les aérosols, mais un autre qui est important en fait, qui va peut-être parler aux agriculteurs aussi, c'est le phosphore et l'azote. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails parce que après c'est un peu complexe, mais tout ça vient de notre super industrialisation, nos utilisations de produits chimiques qui en fait détruisent non seulement le vivant, mais les cycles et les grands équilibres de la Terre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, et ce qui est positif, Pascal,
dans ce que vous me disiez, est-ce que dans les 10 ans, il y a des choses qui ont été faites? Bien sûr. Et il y a des choses qui sont faites même depuis bien plus longtemps que ça, mais qui restent des initiatives qui ne sont pas encore répliquées à très grande échelle. Mais voilà, où par exemple la permaculture revient, l'agroécologie revient, enfin des choses qui sont faites, qui étaient faites peut-être de manière, par intuition, par nos ancêtres, et qui là, eh bien nous on essaye de se souvenir de ça. Et on essaye de mettre en avant, et ceux qui s'en souviennent justement en font des conférences et en font aussi des ateliers pour pouvoir faire le passage, pour pouvoir apprendre aux plus jeunes, apprendre comment en fait faire pour pouvoir se nourrir sans faire appel à cet import, sans faire appel à ces 90% d'imports qui rendent notre société extrêmement dépendante, qui est complètement le contraire de résiliente, qui ont rendu notre société extrêmement dépendante. Donc, comment faire pour se passer de cet apport? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'après vous, Pascal? Très bonne question. Oui, si c'est possible, si chacun en prend justement bonne note. On peut déjà individuellement faire avancer les choses, non? Oui, exactement. Alors oui, ça c'est vrai. On peut individuellement faire avancer les choses et c'est possible, quoi. En fait, tout avec des gestes simples, avec des gestes très simples d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et l'un d'entre eux, qui est à la fois simple, mais on l'avait abordé un peu la dernière fois, c'est vraiment se préparer à le faire et avoir envie de le faire. Avoir envie en fait d'aller vers cette résilience, et par exemple l'alimentaire, qui est à la fois compliqué et simple chez nous. Alors pourquoi compliqué? Parce qu'on a beaucoup de freins de par ce qu'on nous inculque depuis qu'on est petit, de par le fait que consommer local à un moment donné, par exemple moi quand j'étais ado, quand consommer local dans un resto c'était mal vu. Quand je n'étais pas ado, mais petite, quoi. Et au fur et à mesure, ça a commencé à changer. Vous voyez, maintenant, c'est vrai qu'on consomme plus, consommer local, au contraire, ça revient comme quelque chose de bien et ça revient comme quelque chose de sain. Mais parce qu'on était conditionné comme ça aussi, de par la pub, voilà, tout simplement, qui nous arrivait, qui nous envahissait, et voilà, qui nous disait tel produit tel produit est meilleur que l'autre, alors que bon, voilà, c'était fou. Mais bon, à l'époque, c'est vrai, Pascal. C'est ce qui a fait qu'on s'est tous, et qu'on en a oublié ce qu'on avait ici sur l'île, quoi, à portée de main presque. Exactement, Pascal. Mais il y a quand même un mélange de choses. On y revient aujourd'hui. On y revient, mais il y a quand même un mélange de choses à notre décharge qui n'a jamais été bougé. Par exemple, quand même, nos deux principales cultures ici, ce sont des monocultures qui sont liées à l'export, et ça on peut pas le nier. 6 000 hectares de bananes, 3 500 hectares de cannes, tout ça, c'est de la terre qui n'est pas pour de la résilience alimentaire, qui est pour de la banane et de la canne, et avec les produits associés qui vont avec. Donc il y a quand même beaucoup vous voyez, des choses à la fois en termes de culture des terres, d'appartenance des terres, de ce qu'on fait avec notre terre, du respect qu'on a aussi pour notre terre, et j'aime bien l'expression de Malcolm Ferdinand quand il parle de cet habité colonial et de cette manière d'habiter l'espace, en fait, où bien les premiers explorateurs, ce qu'ils faisaient, ils ne considéraient pas quand ils arrivaient dans une terre qu'elle était vivante. Vous voyez, ils tuaient tout ce qu'il y avait. Et puis, ils considéraient que ce qui était vivant, c'était ce qu'ils mettaient eux. La culture qu'ils allaient apporter et qui était en fait leur propre culture qu'ils emmenaient là. Ils faisaient pas avec le vivant. Alors que nous, quand même, on a maintenant assez de recul, assez de connaissances de l'histoire, assez de connaissances de l'histoire des Amérindiens. Et puis, on a quand même des personnes qui travaillent au quotidien pour nous ramener à cette culture, pour nous montrer les bienfaits de cette culture, la facilité avec laquelle en fait ça pourrait se faire, et voilà, que c'est à portée de main.
Donc, heureusement, il y a les jardins partagés, le magnifique travail que Théo fait avec son équipe sur le jardin de Tivoli. Je ne sais pas si vous y avez été Si, déjà, tout à fait. mais je vous invite. Je l'avais reçu également, je le salue, parce que je sais qu'il écoute très très souvent cette émission, et je le salue avec son équipe. Oui, effectivement, très beau travail. Oui, c'est un super travail. Il y a les jardins de Sainte-Cécile aussi. Enfin, il y a plein, il y a de plus en plus d'initiatives un peu partout sur ces jardins partagés. Mais ce dont je m'aperçois, en fait, c'est qu'il faut boucler la boucle du jardin partagé à l'assiette. Donc ça, on a des initiatives qui montrent qu'on peut avoir des légumes feuilles, on peut avoir du chaillard, on peut avoir des épinards de Cayenne, on peut avoir plein de choses qui poussent facilement. Vous savez, il y a plein de feuilles ici qui poussent, qui se mangent énormément en fait. Mais ce qui manque, c'est de facilement en fait savoir comment on fait. Comment on fait pour les passer dans l'assiette? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est complexe? Est-ce qu'on peut manger? Quelles sont les valeurs nutritives? Alors, avec mon ami qui travaille beaucoup sur la résilience alimentaire, on a découvert un livre qui s'appelle Les feuilles pour la vie et qui montre les valeurs nutritives en fait de tous ces aliments et qui sont hyper importante et ça n'a rien à voir avec un paquet de pâtes ou un paquet de riz quoi. C'est vraiment nutritif. C'est de la bonne nourriture qu'on a et qui nous donne des protéines, qui nous donne plein de nutriments dont nous avons besoin. Et en fait, voilà, remettre ça en avant et le remettre dans le désirable. Pour justement s'habituer à le manger facilement et franchement arrêter avec les hyper et les super. C'est une des premières choses en fait et vous savez moi quand j'ai commencé ma démarche, même peut-être un peu avant, j'avais rencontré une copine qui m'avait dit une très bonne amie à moi qui m'a dit non mais moi je vais plus en hypermarché. Tu sais, je l'ai regardée Pascal en me disant mais qu'est-ce qu'elle raconte elle, c'est impossible. Ça fait 4 ans que j'ai pas mis les pieds dans un hyper et franchement, ça me rendrait malade d'y aller maintenant. Parce que c'est trop, quoi. Quand on n'y va plus, quand on y remet les pieds, je me souviens de la dernière fois où je suis venue dans un hyper, en fait, j'ai eu mal à la tête et au cœur. Parce qu'en fait, il y avait trop de choses. Mais quand on y est tout le temps habitué, c'est des choses, on ne s'en aperçoit plus. C'est franchement quand on se retire de ça et qu'on revient et qu'on voit tout ce stress, toute cette pression à laquelle on soumet nos organismes, nos sens, et qui sont bien alimentés, bien sûr, hein, vous l'avez dit, par la publicité, par le matraquage que l'on a sur ce qu'il faut manger, bref. Mais voilà quoi, quand on sort de ça, on va vraiment mieux et dans sa tête et dans son corps et on mange aussi de manière plus saine, ce qui fait que vous voyez et on fait dans plaisir, les impacts finaux et on fait plaisir à nos agriculteurs. Et on fait plaisir à nos agriculteurs et vous voyez quand on parle des impacts finaux, famine et santé humaine, on agit fortement sur ça et on agit fortement tant sur la résilience que sur la transition. Et c'est là où c'est important de voir, là on a commencé par l'alimentaire et vous voyez, il y a vraiment une forte corrélation entre les deux. Alors, je vous rappelle le quiz que l'on a mis en place, ou c'est plutôt Martine Lheureux qui l'a mis en place sur le site le Facebook de Prenons l'air. Vous avez 7 petites questions, par exemple, sur la première question qui est quelle est la température qui serait sur la Terre sans effet de serre naturelle. On l'a dit d'ailleurs tout à l'heure en début d'émission. On a également comme question quelle part d'énergie fossile dans les mix mondiales. On a également qu'est-ce qui aborde le plus l'énergie piégée sur Terre par les gaz à effet de serre. La 5e question, l'empreinte moyenne des Français est de 10 tonnes de CO2 par an. Quelle est celle d'un Martiniquais? Vous avez également comme question, si rien n'est fait pour atténuer le changement climatique, combien d'humains risquent de vivre d'ici 50 ans dans des zones plus chaudes que le Sahara actuellement? Et puis la 7e question, vous, comment vous percevez votre transition? Voilà, vous pouvez répondre à ce petit quiz tranquillement. On vous donnera les réponses soit en fin d'émission ou la semaine prochaine. Il y a aucun souci. Prenez le temps. Ça peut être intéressant de voir un petit peu comment et surtout où vous vous situez par rapport à ce que l'on dit aujourd'hui et qui est très important par rapport au réchauffement climatique, par rapport justement à la résilience et la transition. Moi, il y a une chose, Martine Lheureux, puisque vous êtes notre invitée aujourd'hui, de la fresque du climat. Pour ceux qui ne connaissent pas la fresque du climat,
climat. Bon, là, c'est un petit peu... Il y en a en ce moment ou pas, Martine? Non. Ah oui, donc on fait des ateliers. Là, on vient d'en faire 2 sur le mois de janvier. D'accord. Là, on fait beaucoup d'ateliers à la demande avec les conditions, mais on va remettre un calendrier d'au moins un atelier par mois avec un partenariat qu'on a avec Kaléidoscope, une entreprise d'alteracteurs justement, qui accompagne les entreprises et les chefs d'entreprise qui veulent aller en transition ou qui veulent créer quelque chose de différent. Et donc on a un partenariat avec elle, hein, la directrice c'est Corinne Concy, et donc on mène des différentes fresques dans ces locaux à la Semer. D'accord. On va revenir ensemble dans un instant. Moi, il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est sur le solaire. Justement, par rapport à ce qu'on dit, par rapport à différents parcs solaires, hein, parce qu'il y en existe en Martinique. Donc, on va en parler également dans un instant. Ne bougez pas. La première. Prenons l'air sur la première. Avec Martine Allereux, fresque du climat, qui est avec nous aujourd'hui dans cette émission. On parle de résilience et de transition. Alors justement, le solaire, Martine, on a quelques parcs solaires hein, ici en Martinique, mais on n'en a pas beaucoup, oui. Alors qu'on pourrait l'exploiter davantage, non ? Alors, on a un mix énergétique en Martinique qui est de 85% en fossiles et 15% en notre énergie, en énergie renouvelable. Donc, c'est composé du solaire, de la biomasse et de l'éolien. D'accord. C'est bien ce que je dis, c'est pas beaucoup. Alors, ce n'est pas beaucoup. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup. Hein. Alors, faut savoir qu'en termes de, ça c'est en termes de production, c'est-à-dire d'utilisation. Mais en termes de production, on produit un peu plus de renouvelables. Mais eh bien, ça, il y a des, enfin, ça se perd entre. Je suis pas très spécialiste de la question, je peux pas vous expliquer exactement, mais entre les manques de stockage et la difficulté, et puis les différences de charge, c'est-à-dire le moment où on a besoin de cette électricité et où on va l'utiliser. Bref, il y a une perte de 10%. Donc, on en utilise en réalité 15% dans notre mix. D'accord. Bon, donc, alors, en fait, déjà, vivre ne serait-ce qu'au solaire, ce serait intéressant, en fait, qu'un jour, peut-être, vous fassiez une émission avec quelqu'un qui vit au solaire et qui raconte comment lui vit au solaire, comment cette personne vit au solaire. Parce que, en fait, vivre sans énergie fossile, eh bien, c'est pas comme vivre avec une énergie fossile. Hein. Il faut beaucoup plus de solaire pour faire un petit litre de pétrole, et donc forcément, on devient plus sobre. Et forcément, je pense que ce que l'on devrait voir, puisque à l'heure où on en est, comme vous avez dit, notre mix, il n'est pas terrible, il est toujours en faveur du pétrole. On diminue notre charge en pétrole, notre utilisation de pétrole, mais mécaniquement, c'est juste parce que notre population baisse, principalement. Mais voilà, si demain, effectivement, on devait faire avec moins de fossiles, ce qui arrivera, ce qui de toute manière arrivera, de manière contrainte ou volontaire, de toute manière, ça arrivera, et pas seulement chez nous, hein, ça arrivera dans tous les pays, et notamment les pays d'Europe. Eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, il faut qu'on apprenne à utiliser moins d'énergie. Et il faut qu'on apprenne, en fait, au quotidien, à arrêter d'utiliser de l'énergie comme on l'utilise aujourd'hui, de la gaz par exemple. Je sais pas, Pascal, quand vous vous baladez dans les rues et que vous voyez un panneau publicitaire, vous savez, les panneaux publicitaires qui défilent tout seuls. Oui, c'est donc électrique. Ça, c'est une gabegie d'énergie, par exemple. Quand vous voyez des stades de football entiers éclairés alors qu'il n'y a personne. Vous voyez, il y a plein d'endroits en fait où il faudrait déjà réduire en énergie. Et ensuite, quand on va réduire en énergie, là, on peut imaginer effectivement vivre au solaire et mettre des éléments solaires. Parce que si vous remplacez à équivalent, Pascal, le problème, c'est que le solaire, il va chercher aussi des matières premières et des ressources qui sont extrêmement polluantes de l'autre côté de la planète. On peut pas non plus, enfin, à mon avis. Moi, je trouve qu'il est quand même compliqué de se dire qu'un pays riche va entamer sa transition énergétique en disant que il veut garder et consommer toute son énergie et donc aller créer un désastre environnemental dans d'autres pays.
On peut plus faire ça. Je veux dire, on l'a fait. On l'a fait beaucoup. On le fait toujours. Mais à un moment donné, il faut qu'on se rende compte qu'un humain est un humain. Qu'il soit à l'autre côté de la planète ou chez nous. On s'en rend bien compte avec tout ce qui se passe là maintenant, que les problèmes viennent plus près de nous, qu'un humain est un humain et doit rester un humain. Ben, voilà, qu'il soit à côté de la... Donc voilà, je pense que tout ça, ça doit se penser aussi par le fait de, on vous a de revoir notre rapport au monde. Ouais. Oui. Non, je pensais qu'on... Oui, on vous a récupéré. On vous a perdu et récupéré. Le fait de revoir notre... Allez-y, Martine, allez-y. D'accord. Le fait de revoir un peu notre rapport au monde, notre rapport au vivant, notre rapport à la vie, à tout ce qui est tout ce qui nous entoure, à notre environnement, mais pas seulement direct. Notre environnement aussi terre, notre environnement terre. J'aime beaucoup Malcolm Ferdinand a créé un site et un mouvement, un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Terre-Monde. Voilà, je trouve quand c'est deux mots, on dit tout, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on est dans ce rapport terre-monde. Donc, et même si on le fait proche de chez nous, c'est une autre manière, une autre perception des choses. On a encore appris beaucoup de choses et c'est vrai que parce que vous disiez oui, les panneaux solaires il faut les fabriquer, ça demande il y a aussi des sources énergétiques pour la fabrication du solaire, c'est vrai, tout ça est à réfléchir, tout ça est à calculer. Le nucléaire, l'Allemagne qui a suspendu le nucléaire là d'ailleurs récemment, complètement d'ailleurs. Oui. C'est bien aussi. Mais elle fait tourner des usines à charbon. Oui. Alors, oui, mais elle fait tourner des usines à charbon. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays qui est vraiment rentré dans on va utiliser moins d'énergie. Vous savez, j'ai fait un atelier qui s'appelle, et que je peux faire ici, qui s'appelle l'atelier OGRE, ordre de grandeur des énergies. Et là, on se rend vraiment compte dans cet atelier que notre pile actuelle de fossiles, on ne peut pas la remplacer par une pile de renouvelables. On ne peut pas. Il faut diminuer nos besoins. Il faut diminuer ce que l'on fait avec cette énergie. Notre énergie nous permet aussi d'être, comme dit Monsieur Jancovici, d'être des Ironman, de faire en une seconde ce que on pourrait faire en une heure, voire en des jours, voire en des années. Voilà, c'est ça. Mais vous savez, Pascal, au fond, revoir notre rapport au climat, revoir notre rapport aux limites planétaires, revoir notre rapport avec l'ensemble du vivant, c'est revoir aussi notre rapport au temps. C'est-à-dire arrêter de se dire, tiens, si on n'a pas ça dans la seconde, non mais c'est impossible, le monde ne va pas tourner. Faut arrêter. On a bien vu là, comme dans les confinements, que le monde a continué à tourner. Et on n'a rien eu dans la seconde. Donc ça veut dire qu'on peut ralentir. Et vous savez, plusieurs personnes après les fresques que j'ai fait après le confinement m'ont dit, ce qu'on a appris le plus dans le confinement, c'est qu'on pouvait prendre le temps. On pouvait avoir du temps. On pouvait récupérer du temps. Récupérons ce temps-là et engageons-nous dans cette transition. Engageons-nous dans cette transition au niveau de nos métiers. Engageons-nous dans cette transition au niveau personnel, au niveau famille. C'est difficile. C'est un concept difficile parce que tout le monde s'y engage pas en même temps. Tout le monde n'a pas la même envie. Donc c'est parfois compliqué, mais parfois... En fait, du moment le premier pas, on emmènera un autre, qui en emmènera un autre. Ce qui est difficile, c'est de se dire, demain on arrête tout. Mais c'est pas ça, s'engager dans la transition. S'engager dans la transition, c'est vraiment, et moi je pense qu'il faut s'engager là dans des mutations, engager nos sociétés dans des mutations, parce que la transition là, on est sur une échelle très courte maintenant, de plus en plus courte de temps pour arriver à réagir et à éviter des catastrophes environnementales trop fortes pour des humains. Et donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment prendre le temps de penser autrement, de voir autrement, en tenant compte, bien sûr, des engagements qu'on a déjà. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, qui a déjà plein de prêts, il va me dire, moi, je peux pas me dire que demain, je vais arrêter mon métier, même s'il est polluant, parce que je vais gagner forcément moins d'argent. C'est ce qu'il va se dire au départ. Peut-être que cette personne va engager des transitions à l'intérieur de son métier. Et puis au fur et à mesure, va peut-être découvrir d'autres choses et que de plus en plus d'entreprises vont rentrer dans cette transition et ouvrir des portes. Vous voyez ? En fait, il y a toujours des choses qu'on peut faire.
que ce soit à notre échelle, que ce Chacun- soit dans notre métier, que ce soit pour nos étudiants, que ce soit pour nos jeunes qui voudraient aller maintenant sur un marché du travail en disant eh bien moi je cherche quelque chose, je cherche une entreprise qui soit vraiment respectueuse. Eh bien on peut arriver à l'aider, on peut arriver à guider ces jeunes vers ça. Et pour ça, il faut aussi pas avoir de langue de bois sur ce qu'on appelle la compensation carbone et le greenwashing. Alors, je sais pas si vous voulez en parler là. Ah, voilà. on en reparlera parce que là on est un petit peu court. Et je voulais rappeler également l'Observatoire Terre-Monde, voilà, centre d'études des écologies politiques des Outre-mer et leurs proches régions. Donc il y a un séminaire qui s'appelle Roncausé, séminaire qui aura lieu. Alors il y a 4 séances, c'est un séminaire qui aura lieu le 21 janvier, c'est ça? Autosuffisance et écologie, voilà un horizon possible. Comment ça se passe, Martine, pour assister à ce séminaire? C'est via les réseaux sociaux? Alors en fait, il faut aller sur Terre-Monde. Ils ont un site internet et ils ont également un Facebook. Et là, vous pouvez vous inscrire pour être dans la liste de diffusion des séminaires et également vous inscrire et peut-être participer, faire un don. Hein. Je vous rappelle, c'est Malcolm Ferdinand qui est aux manettes de ça, donc un Martiniquais. Il pense vraiment des choses scientifiquement de la Martinique pour la Martinique et son regard est vraiment très éclairant et vraiment il apporte une richesse à tout ça et au débat qui est génial. Voilà, il fait la passerelle aussi entre le monde occidental de l'écologie et puis notre monde et nos volontés, comment voir l'écologie depuis le monde caribéen. Donc si ça vous intéresse, ce sera le 21 janvier. Je vous ai mis le lien également sur le Facebook de Martinique la première, voilà, qui s'appelle terremonde.hypothèse.org. Vous cliquez sur le lien et vous tomberez directement sur ce site, l'Observatoire Terre-Monde Hypothèse. Martine L'Heureux, merci beaucoup une fois de plus de votre intervention. Et puis on notera que tout à chacun, eh bien on peut faire un petit effort, voilà, petit effort plus petit effort, ça fait de gros efforts. N'est-ce pas? Exactement. On peut. Merci beaucoup, Pascal. C'est un réel plaisir. Cette émission est en podcast également. Vous pouvez la retrouver sur le site de www chez Martinique, la première rubrique radio émission Prenons l'air. Martine L'Heureux de la fresque du climat ici en Martinique était notre invitée une fois de plus aujourd'hui. Et je pense qu'on la retrouvera prochainement parce qu'on a encore pas mal de choses à dire. Merci beaucoup, Martine. Merci Pascal, merci à vous, merci à tout le monde. Un très très bon week-end. Et on termine cette émission avec Chanel Hill. Pas besoin de parler, cette reprise évidemment formidable que je vous laisse sur le point d'apprécier et d'écouter. Passez un bon week-end, un bon samedi sur Martinique la première. Ce soir j'ai décidé d'insister. Je sais que tu peux pas me résister, bébé. Et si je choisis de le chanter, c'est qu'à tes côtés je me sens exister. Baby, j'ai un moins qu'à fendre les encarrés son nouvelle. C'est qu'on s'y ou pas les tendre, les nous ensemble ça pas pareil. Si on pas arrivé comprendre, nous savons qu'elle était fidèle. Viens rejoins-moi dans ma chambre, fais-moi monter au 7e ciel. Et au cas gardez-moi en ciel, ça rend pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. Baby, vous êtes ça en l'air, on pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. Et au cas gardez-moi en ciel, on pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. Baby, vous êtes ça en l'air. Seulement pour nous flexible. Oh, ça va, moi, oui, ça fait ce qui est en main. Et doudou, ça tellement intense, bikini, pièce fine. Hey, là, qui ça nous besoin de parler? Et ça fait qu'il y a qui garde nous, baby, pas besoin de parler. Hey, en pas de besoin de chichoter, toujours salé, ça mollit, toujours salé, ça mollit. Yeah, et ok, gardez-moi en vie, on s'en va, pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. On pas besoin de parler, on pas besoin de parler, non, pas besoin de parler, yeah. On pas besoin de parler, pas besoin de parler, non, on pas besoin de parler. On pas besoin de parler, pas besoin de parler, non, on pas besoin de parler.
Pas bisous à Palais, Chanel Hill sur Martinique, la première. Merci beaucoup à Martine Leroux de la fresque du climat qui était notre invitée aujourd'hui pour parler résilience et transition, émission que vous pouvez